Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons maintenant voir, nous allons appliquer ce que nous avons vu sur les états et leur évolution à un cas concret. La molécule d'ammoniac. Alors c'est la molécule d'ammoniac gazeux dont la formule est NH3, c'est-à-dire un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. Et la molécule se présente comme suit. On a 3 atomes d'hydrogène qui sont situés dans un plan formant un triangle équilatéral. Et l'atome d'azote est situé au-dessus de ce plan ou bien en dessous. Une telle molécule peut avoir beaucoup d'états possibles. Les différents atomes peuvent vibrer, elle peut se déplacer, elle peut tourner sur elle-même, mais ici nous allons simplifier la situation en considérant qu'on se place dans le référentiel de la molécule, donc on peut ignorer ses translations et ses rotations, et on va supposer qu'on est à température très basse, et donc qu'elle ne vibre pas, elle est dans un état de base. Mais il reste encore 2 possibilités. L'atome d'azote peut être au-dessus du plan des hydrogènes, ou l'atome d'azote peut être en dessous. Et l'atome d'azote pourrait très bien basculer d'un état à l'autre. Alors, nous allons appeler 1 l'état où l'atome d'azote est au-dessus, et 2 celui où il est en dessous. Donc on a un système à 2 états. Alors, si on a un état psi quelconque, on va appeler C1 l'amplitude qui se trouve dans l'état 1, l'azote au-dessus, et C2 l'amplitude que l'atome d'azote soit en dessous. Tout simplement. Et l'état psi peut s'écrire, nous avons déjà vu ce genre de choses, C1 fois l'état 1 plus C2 fois l'état 2, donc une superposition quantique quelconque des 2 états possibles. C1, C2 étant 2 nombres complexes. Alors, pour essayer de comprendre ce système, faisons d'abord une hypothèse. Supposons que si l'atome d'azote est au-dessus, il y reste, qu'il ne s'est pas passé en dessous. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, les équations d'évolution nous disent que I fois H bar fois la variation de C1 est simplement égale à H11, donc le premier coefficient de l'hamiltonien, fois C1, et de même, si l'atome d'azote est en dessous, il y reste. Variation de C2, c'est H22 fois C2. Et ça, nous avons déjà vu, ce cas-là, la solution, c'est une fonction sinusoïdale qui dépend de l'énergie H11 ou H22 et du temps. C'est une fonction d'énergie précise. Alors, ces 2 états sont totalement symétriques. L'atome d'azote ou l'atome d'en dessous, c'est la même molécule, mais retournée, tout simplement. Donc, on peut supposer raisonnablement que H11 et H22 sont identiques. Et puisque ça correspond à une énergie précise, on va l'appeler énergie E0. Mais en réalité, si l'atome d'azote est au-dessus, il a quand même une certaine probabilité de passer et de se retrouver en dessous. En fait, les liaisons intermoléculaires ont une distance de stabilité
Et si on pousse l'atome d'azote vers le bas, il y a une résistance, il faut lui fournir de l'énergie, et donc il y a une barrière d'énergie, et ça, nous l'avons vu, la particule, ici l'atome d'azote, peut quand même passer par effet tunnel. Donc il y a une probabilité, qui peut être faible, mais qui n'est pas nulle, et pas toujours négligeable, que l'atome d'azote bascule en dessous du plan des hydrogènes. Et donc que H12 et H21, les deux derniers coefficients de l'hamiltonien, soient non nuls. À nouveau, pour des raisons de symétrie, on peut supposer raisonnablement, si la nature est un tant soit peu raisonnable, que la probabilité ou l'amplitude que l'atome d'azote passe dans un sens est la même que l'amplitude qui passe dans l'autre sens. C'est totalement symétrique. Donc on va supposer que H12 est égal à H21 et on écrit moins A. Alors le moins c'est pour des raisons de facilité, après dans les calculs, et A caractérise cette amplitude qu'a l'azote de basculer. Alors nous, ici avec nos moyens, nous ne sommes pas capables de calculer A. Il faudrait pouvoir calculer les énergies de liaison des atomes entre eux, etc. C'est assez compliqué. Ça peut se mesurer très facilement. Nous verrons plus tard une application du phénomène que nous mettons en place ici et qui permet de mesurer A. Alors, dans ce cas-là, les équations qui décrivent l'évolution de C1 et C2 sont assez simples. C'est IH bar fois la variation de C1 est égal à E0C1 moins AC2. Et de même, IH bar, variation de C2, est égal à E0C2 moins AC1. C'est tout. Alors comment résoudre ça? Eh bien, il y a un moyen très simple de le résoudre, très très simple, tellement simple que je vais vous le montrer. Il suffit de faire la somme des deux équations ou de faire leur différence. La différence des deux équations. Si vous faites la somme des deux équations, vous obtenez que IH bar fois la variation de C1 plus C2 est égal à E0, pardon, je ne veux pas écrire de bêtises, E0 moins A fois la C1 plus C2. Et de même, si vous faites la différence, C1 moins C2 est égal à E0 plus A fois C1 moins C2. Et on voit que la forme de ces deux équations, c'est vraiment la même que celle-là. Et à nouveau, ça, nous l'avons déjà résolu. Donc on peut dire que cette équation-là a une solution C1 plus C2 qui est une fonction sinusoïdale d'énergie précise donnée par E0 moins A, une fonction du temps bien sûr, et C1 moins C2 est de même une fonction sinusoïdale de E0 plus A. Donc la solution avec l'atome d'azote qui bascule, c'est deux états d'énergie bien précises, donnés par E0 moins A et E0 plus A, pour les valeurs de l'énergie. C'est donc très simple. Alors, à partir de là, il faut tirer C1 et C2. Alors, C1 sera A fois la fonction de E0 moins A, plus B fois la fonction de E0 plus A, et C2
c'est exactement la même chose, mais avec un signe moins. Je ne vais pas faire le calcul ici qui donne ça, mais ce n'est pas très difficile à établir. Alors, A et B dépendent des solutions exactes des équations. Par exemple, si le système est dans l'état d'énergie ici, E0 moins A, alors on aura B égale à 0 et A égale à 1. Et si de même pour l'autre cas. Donc c'est assez facile de trouver les valeurs des coefficients A et B. Alors prenons dans ce cas-ci, E0 moins A, on trouve que C1 égale C2. Et dans l'autre cas, on trouve que C1 égale moins C2. Donc les coefficients, les amplitudes pour être là ou là, sont en phase, identiques et en phase, ou identiques et en opposition de phase complète. Donc ce sont les deux états d'énergie définis. Alors prenons un cas assez simple. Supposons qu'à l'instant t égale 0, notre atome d'azote est au-dessus. On a préparé notre état, on a préparé notre molécule de manière à ce que l'atome d'azote soit au-dessus à l'instant initial. Dans ce cas-là, C1 doit être égal à 1 et C2 doit être égal à 0. Donc A. On trouve alors qu'on doit avoir A égale B égale 1 demi. Donc comme vous, je ne vais pas faire le calcul détaillé. On trouve simplement A égale B égale 1 demi. Et dans ce cas-là, C1, ça sera simplement une fonction de E0, donc une fonction sinusoïdale, fois une fonction sinusoïdale, je l'écris ici, cosinus, de AT divisé par 2. A est assez petit par rapport à E0, hein, puisque l'amplitude que l'atome d'azote passe de l'autre côté, la probabilité que ça arrive est quand même relativement faible. Donc, la fréquence ici est une fréquence de battement beaucoup plus faible. Et C2, c'est le même avec la fonction sinus. Alors, on voudrait calculer la probabilité de retrouver l'atome d'azote en dessous. Eh bien, vous le savez, il suffit de prendre la grandeur, l'amplitude donc la valeur absolue de l'amplitude et de l'élever au carré, ce qui donne la probabilité. Ça, nous l'avions vu. Ça, c'est un nombre réel, c'est pas un nombre complexe. Donc son amplitude ne change pas sa valeur, donc la valeur absolue ne change pas sa valeur. Par contre, ceci c'est une fonction sinusoïdale complexe, nous l'avions déjà dit, en fait, son amplitude est constante, sa grandeur est constante. C'est sa phase qui oscille périodiquement. Donc, en prenant la valeur absolue, ceci est égal à 1, et en élevant au carré, par exemple, C2 devient sinus carré fois AT demi. Peu importe ce qu'est la fonction sinus, c'est une fonction sinusoïdale, son carré est aussi une fonction sinusoïdale, et de AT demi. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'au cours du temps, la probabilité qu'a la particule la probabilité que l'atome d'azote se retrouve en dessous est 0 au départ, bien sûr, puisque nous l'avons préparé de façon à ce que l'atome soit au-dessus. Et sa probabilité de se retrouver en dessous augmente au cours du temps, puis diminue, et aussi de manière périodique, avec une amplitude, une fréquence, pardon, égale à divisé par 2 à un coefficient pi près.
ceci, et alors évidemment la probabilité que l'atome soit trouvé en haut est une fonction qui varie comme ceci. C'est donc assez simple et pas très difficile à analyser. Alors, on peut comparer ce phénomène-là à deux pendules couplées. Prenez deux pendules indépendants, mais légèrement liés l'un à l'autre. Donc, par exemple, deux fils avec deux aimants qui peuvent légèrement s'attirer ou se repousser. Si vous balancez le premier aimant, il va balancer, disons, avec une fréquence identique à la fréquence de notre atome d'azote. Et l'autre pendule va rester immobile, puis étant perturbé par l'autre pendule, du fait de la répulsion des aimants, le deuxième pendule va commencer à se mettre à balancer de plus en plus fort. Et en continuant sur le relancer, le premier pendule va s'arrêter, le deuxième va balancer au maximum. Vous pouvez facilement faire ce genre d'expérience. Et puis après, ça s'inverse, le premier pendule se remet en mouvement, et ainsi de suite. Et vous avez deux états stables que vous pouvez provoquer artificiellement. En prenant les deux pendules ensemble, vous les lâchez, ou bien vous les séparez et vous les lâchez. Et ça correspond à nos deux solutions en phase ou en opposition de phase. Et quand on en écarte qu'un seul, avec l'oscillation qui se transfère à l'autre pendule et ainsi de suite, en revenant au premier pendule, ça correspond à ce phénomène de battement que l'on observe pour l'atome d'azote. Alors, la question c'est, est-ce que on peut vérifier ça? La réponse est oui, il y a même des applications. C'est le maser. Alors, le M signifie micro-ondes, tandis que dans laser, le L signifie lumière. Donc, on peut fabriquer, en quelque sorte, un laser à micro-ondes à l'aide de la molécule d'ammoniac. Mais ça, c'est quelque chose que nous verrons plus tard, quand nous aurons apporté d'autres éléments à notre théorie pour mieux la manipuler. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir quelque chose de totalement différent. Nous allons aussi appliquer le système à deux états à une situation particulièrement intéressante que l'on retrouve en physique des particules. Vous verrez, c'est assez extraordinaire. Je vous remercie.